L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie. Patriarcat, patrie. Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcat-capitalisme, consacrée aujourd'hui aux travaux de notre invité Emmanuelle Bobassi. Donc Emmanuelle Bobassi, bonjour. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de la co-animatrice habituelle de Sortir du patriarcat-capitalisme, Sophia. Bonjour. Alors donc Emmanuelle Bobassi, notre invité, est l'auteur d'une thèse parue en 2017 à l'EHESS qui s'appelait Transfuge de sexe, genre, santé et sexualité dans les parcours d'hommes et de femmes trans en France. On retrouve un petit peu la substance de sa thèse dans différents articles qu'on mettra en lien sur la page de l'émission. On souhaitait t'inviter, Emmanuel, pour nous parler d'une question qu'on n'a pas encore traitée vraiment dans Sortir du patriarcat-capitalisme, la question trans. Ce qu'on trouvait intéressant dans ton approche, c'est le fait que tu approchais cette question d'une manière un peu originale par rapport aux théories plutôt post-structuralistes, aux approches queer, avec des figures assez importantes comme Sam Boursier. Alors toi, tu proposes plutôt une approche matérialiste, intersectionnelle et bourdieusienne de ces questions. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, à partir de cette approche, comment est-ce qu'on voit cette question de l'espace social du genre, qui est un concept qui est très important dans tes travaux, par rapport à la question qui, disons, forcément obsède un petit peu cette émission, c'est-à-dire la question du patriarcat comme système de domination structurelle, et aussi quelle est la place à la fois des trans et de la transphobie dans cette question plus générale du patriarcat, de l'ordre du genre tel que on peut l'observer et le critiquer dans notre société. Alors en fait, moi je suis parti du constat que effectivement, comme tu l'as dit, la littérature sur le sujet, elle tourne déjà énormément autour de des approches queer, post-structuralistes, et en fait que finalement c'est quelque chose qui est souvent abordé, les parcours trans, sous l'angle des subjectivités, sous l'angle de peut-être l'identité de genre. On va avoir tendance à considérer en fait les transitions comme une simple question de d'identité, de subjectivité, de on se sent appartenir à l'autre sexe ou alors à un autre genre, et les questions non binaires aussi qui sont traitées dans cette littérature. Mais c'est un sujet qui est rarement abordé sous l'angle de la mobilité sociale, ce que j'ai trouvé un petit peu étonnant finalement, parce que en sociologie, donc moi je fais de la sociologie, on a une très vaste littérature sur la mobilité sociale de classe, et pourtant en fait on n'a pas du tout d'équivalent sur la mobilité sociale de sexe, et du coup moi j'ai essayé d'aborder un peu la question sous cet angle-là, de le considérer comme une forme de mobilité sociale de sexe, d'une catégorie de sexe à l'autre, avec tout ce que ça implique. Donc pour autant, cette expérience de mobilité sociale, elle peut être à géométrie variable. C'est-à-dire que on passe pas juste d'homme à femme ou de femme à homme. C'est comme pour les mobilités sociales de classe, finalement, des mobilités, elles peuvent avoir toute une diversité d'amplitudes, avoir différentes ampleurs. C'est pas forcément un passage radical d'une catégorie à une autre. Voilà, dans ce que j'appelle l'espace social du genre, pour reprendre un peu une expression bourdieusienne, on se rend compte qu'il y a plein de facteurs, plein de dimensions qui rentrent en jeu.
et que c'est pas juste linéaire, voilà, on transitionne d'une catégorie à une autre avec deux et seulement deux catégories. Voilà, il y a tout un tas de mobilités possibles, et ça permet aussi, cette approche-là, de penser en fait toutes les questions non binaires, quoi. Par exemple, voilà, on n'appartient pas forcément à une catégorie de sexe, enfin voilà, on se dessine pas forcément quand on est trans à l'autre catégorie de sexe, c'est plus compliqué que ça, il y a beaucoup de positions de genre possibles, il y a toute une diversité de rapports au genre en fait, mais néanmoins on peut considérer le changement de sexe comme une expérience de mobilité sociale. En effet, c'est pas du tout incompatible, c'est-à-dire que on peut raisonner à la fois dans une perspective matérialiste dans laquelle on se dit voilà, les trans effectivement quittent une classe de sexe pour une autre, mais c'est aussi important de prendre en compte le fait que en réalité il n'y a pas deux et seulement deux classes complètement hermétiques, il y a toute une diversité de mobilité possible. Alors ça, c'était un petit peu sur le premier aspect de la question, et pour faire un petit peu le lien avec la question de la transphobie et de comment finalement tout ça, tous ces parcours trans et non-binaires s'inscrivent dans l'ordre du genre. Alors moi, la transphobie, c'est un terme que j'ai jamais employé pour une raison très simple, c'est-à-dire que en fait, j'emploie pas non plus le terme d'homophobie parce que j'ai tendance à penser que le suffixe phobie renvoie peut-être un peu trop au champ psychologique. En fait, une phobie, ça m'évoque moi quelque chose d'assez individuel et d'assez irrationnel surtout. Et je pense que en fait, ce qu'on appelle généralement la transphobie ou l'homophobie, c'est en fait des formes d'oppression qui sont tout à fait structurelles et qui ne sont pas individuelles, qui ne sont pas psychologiques, qui ne sont pas irrationnelles, mais qui sont bel et bien structurelles et matérielles. Et du coup, ce terme de transphobie, je ne l'utilise pas pour cette raison, mais je préfère un autre terme qui, je pense, veut dire à peu près la même chose. C'est le terme de cissexisme, qui est de plus en plus employé maintenant, comme le terme d'hétérosexisme. Je l'utilise je le préfère au terme d'homophobie. En fait, parce que, pourquoi j'aime bien ce terme de cissexisme? Parce que je trouve qu'il retranscrit bien l'idée que, en fait, la transphobie, c'est pas une forme d'oppression qui est indépendante du sexisme. En fait, c'est une oppression qui est profondément intriquée avec le sexisme. Elle existe parce que il y a des rapports sociaux de sexe, parce qu'il y a du sexisme. En fait, ce qu'on appelle généralement la transphobie, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui prend place dans un système patriarcal. Et c'est ce qui l'a fait exister, cette transphobie. Et donc, pour en revenir à sa place dans l'ordre du genre, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que, par exemple, les violences subies de tous ordres, pas seulement physiques, mais les violences subies par les hommes et les femmes trans ne se ressemblent pas. Et ça, c'est bien, à mon avis, un indicateur du fait que la transphobie, elle ne prend pas un seul visage. Elle prend tout un tas de visages différents, qui sont très variables selon le sexe, variables aussi selon bien d'autres paramètres, de classe, de race, de sexualité, etc. Et le terme de cissexisme permet au moins de montrer que il y a des questions de genre là-dessous, que c'est pas juste la haine des trans, c'est pas juste ça. La transphobie, c'est aussi en fait tout un système patriarcal qui l'a fait exister. Oui, d'une certaine manière, le cissexisme, qu'on peut aussi appeler cispatriarcat, comme on parle aussi d'hétéropatriarcat, ça implique que, d'une part, effectivement, il y a une oppression spécifique des trans, hommes et femmes trans confondus, dans le sens où ce qui pose problème du point de vue de l'ordre du genre dans la transition d'une classe de sexe social à une autre classe de sexe social, c'est le fait que ça constitue une rupture dans la légitimation idéologique du patriarcat, qui est fondée sur la naturalisation de l'ordre du genre. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça, c'est juste un aspect de la chose, et qu'un autre aspect, c'est que les hommes trans et les femmes trans vivent des oppressions différentes parce que leur mobilité, elle va dans deux sens contraires. Dans le cas des hommes trans, c'est plutôt une mobilité ascendante, et dans le cas des femmes trans, c'est plutôt une mobilité inverse. Et évidemment, ça a un certain nombre d'implications qui, évidemment, ne peuvent pas être réduites, comme par exemple une espèce de féminisme matérialiste de bas étage a pu en faire, comme
une trahison de classe de la part des hommes trans. Peut-être pour préciser le vocabulaire employé, est-ce que tu pourrais revenir, Emmanuel, sur que hommes trans et femmes trans recoupent comme... Alors du coup, quand je dis homme trans, en fait, ça fait référence à ce que beaucoup qualifient de female to male. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, en fait, on n'a pas ces termes-là. Donc en fait, les hommes trans, c'est des personnes qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance et qui sont devenus des hommes ou autres, mais en tout cas qui ont été assignées filles à la naissance. Et à l'inverse, les femmes trans, c'est des personnes qui ont été assignées au sexe masculin à la naissance, qui ont été assignées garçons, et qui sont devenues des femmes ou autres. Et on les appelle aussi male to female ou MTF. Et peut-être, pendant qu'on est sur ce point vocabulaire, peut-être parler un peu de l'expression non-binaire que vous avez employée tous les deux depuis le début de l'émission. Oui, alors les non-binaires, c'est un terme qui est apparu relativement récemment. À vrai dire, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet trans, c'était un terme que personne n'employait. Quasiment personne ne s'identifiait comme tel à l'époque. Donc c'est un terme assez récent et qui existe en anglais, non-binary, et qui désigne en fait des personnes qui ne s'identifient pas à une des deux catégories de sexe établies qu'on connaît, donc hommes et femmes. Donc des personnes qui refusent de s'inscrire dans un système de genre dichotomique, binaire. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être pour revenir sur ta recherche, on disait au début que tu travaillais sur l'espace social du genre. Et dans tes travaux, tu montres l'existence de 3 tendances, de 3 groupes de personnes trans qui auraient à la fois des relations différentes avec le milieu médical, mais aussi avec leur propre famille, leur âge, leur race, au sens social du terme, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être brièvement nous présenter ces 3 groupes ? Alors en fait, ces différents groupes, effectivement, j'ai essayé de les mettre en évidence pour montrer, encore une fois, c'était un petit peu ma ligne directrice, c'était de montrer toute la diversité qui peut exister au sein de la population trans, un peu comme on a travaillé et comme on travaille toujours sur la diversité de la population féminine. C'est tout l'objet des études sur l'intersectionnalité qui ont montré que en fait, les femmes forment quand même un groupe hétérogène. C'est un peu la même idée avec les trans, c'est de montrer qu'il y a toute une diversité de profils sociaux chez les trans et aussi toute une diversité du coup d'expériences et de façons d'aborder la transition. Et la transition, ça veut pas dire la même chose de changer de sexe pour tout le monde. En fait, ça peut avoir plein de sens différents. Et en fait, dans cet article, l'enjeu, c'était vraiment d'essayer un petit peu, par analogie avec l'espace social de classe qui a été mis en évidence par Pierre Bourdieu, de montrer que il existe tout un espace social du genre dans lequel on peut trouver une diversité d'identification de genre, mais pas que d'identification, aussi de pratiques concrètement, et aussi de représentation. Et en fait, j'ai fait du coup le même traitement statistique que Pierre Bourdieu, c'est-à-dire qu'on appelle une analyse des correspondances multiples, qui permet de mettre en évidence un espace social comme en 3 dimensions. Donc on n'est plus sur un spectre qui va de masculin à féminin, on n'est pas sur une ligne qui va de homme à femme, de masculin à féminin, où on mesurerait des degrés de féminité et de masculinité, on est vraiment dans un espace en plusieurs dimensions, on n'est plus du tout dans la binarité, là on essaye de mettre en évidence une diversité de facteurs qui vont faire que les personnes ont des rapports différents à la transition. Oui, ce que je trouve vraiment passionnant dans tes travaux, c'est justement que souvent, cette différence entre différents sous-groupes du groupe trans à la question du genre, elle est principalement analysée à l'aune de la question de l'identification et de la subjectivation, c'est-à-dire quel est le rapport aux normes de genre, est-ce que du coup la transition ça va impliquer un conformisme de genre pour justement se faire accepter ce changement de classe de sexe social, ou est-ce que cette transition va s'accompagner malgré tout d'une distance par rapport aux normes du groupe d'arrivée de la transition. Et ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu montres que c'est pas qu'une question, par exemple, de ressenti, disons une pure question subjective,
mais c'est aussi une question voilà, sociale, de où est-ce qu'on arrive dans l'espace social, et qu'est-ce qui explique aussi des rapports très différenciés au sein de la population trans par rapport à la norme, par rapport au processus de transition, le rapport aussi aux institutions médicales, aux catégories juridiques et psychiatriques, transsexuelles, transgenres. Justement, toi, tu essayes d'éviter justement ces deux concepts en préférant le concept plus générique de trans pour éviter justement de te positionner d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux revenir du coup brièvement sur les facteurs qui font que tu peux placer voilà, telle personne trans dans tel groupe et telle personne trans dans un autre groupe En fait, il y a deux dimensions qui sont avérées vraiment structurantes de cet espace du genre. C'est d'une part le rapport entretenu par les personnes aux espaces trans, au militantisme, en fait à l'entre-soi trans, on pourrait dire. Donc ça, c'est un premier facteur. Et le deuxième facteur qui a été vraiment important, c'est le rapport entretenu, je dirais, aux standards institutionnels. En l'occurrence, les standards des institutions médicales et juridiques qui régissent les transitions. Les protocoles de traitement hormono-chirurgical et de changement d'état civil. Et en fait, les personnes peuvent être plus ou moins présentes en fait, dans les espaces trans d'une part, et avoir plus ou moins recours aux institutions médicales et juridiques et plus ou moins adopter leur code. Et donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment permis de faire apparaître différents groupes. Et ce qui est important, c'est que dans cet espace, en fait, évidemment, les positions de genre des individus, elles sont socialement situées de différents points de vue. C'est-à-dire que bien sûr, selon son milieu d'origine, selon sa position sociale, son appartenance de classe, disons, selon son âge, bien évidemment, selon aussi que l'on a été assigné au sexe féminin ou masculin à la naissance, eh bien, on n'a pas le même rapport aux institutions médicales et juridiques, et on n'a pas le même rapport non plus à l'entre-soi, au milieu associatif, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été observées bien au-delà des trans, en population générale, en sociologie, ça c'est quelque chose qu'on sait, mais on le retrouve ici à l'échelle des trans, et du coup, en fait, ces positions de genre, ces trois grands groupes en fait que j'ai identifiés, ils n'ont pas les mêmes profils sociaux. Alors je peux peut-être les décrire, ces trois groupes. En fait, je les ai appelés de manière un peu caricaturale les conformes pour le premier groupe, les stratèges pour le deuxième groupe et les engagés pour le troisième groupe. Donc les conformes, ce sont des personnes qui se disent hommes ou femmes. Donc, il n'y a pas de non-binaire dans ce groupe. Ce sont des personnes qui ont massivement recours aux modifications corporelles, notamment à la chirurgie génitale. Et ce sont aussi des personnes qui ont recours massivement au changement d'état civil. Et par contre, ces personnes-là, on ne les trouve pas du tout dans les milieux associatifs. Et ces personnes, quel est leur profil social ? Ce sont des personnes généralement qui ont un âge déjà assez avancé. Voilà, c'est des générations plus anciennes. Généralement, ce sont des personnes qui ont un emploi stable. Mais ce n'est pas des personnes hautement diplômées. Des personnes qui ont un CAP, le bac éventuellement, mais pas forcément plus que ça. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Et on trouve beaucoup de femmes trans dans ce groupe. Dans le deuxième groupe, chez les stratèges, on retrouve là encore beaucoup de femmes, mais beaucoup plus jeunes que dans le premier groupe. Et pourquoi j'ai appelé ce groupe les stratèges ? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont assez présentes dans les associations, mais qui fréquentent les associations et les lieux trans uniquement pour se renseigner, pour avoir des informations et des conseils sur le protocole médical et juridique. En fait, elles sont à la recherche d'informations pour arriver à s'en sortir le mieux possible face aux institutions, face aux représentants des institutions, face aux médecins, face aux juges. Et ces personnes-là, elles ont également beaucoup recours aux modifications corporelles et au changement d'état civil, même si elles y ont moins recours que dans le groupe des conformes. C'est des stratèges dans le sens où c'est des personnes qui vont chercher des informations dans les milieux trans pour arriver à s'en sortir face aux institutions. Et là, on retrouve beaucoup de femmes trans plus jeunes et souvent précaires.
parce que les femmes trans bénéficient rarement de soutien parental dans leur transition quand elles transitionnent jeunes. Donc souvent, comme elles sont jeunes, elles n'ont pas encore d'emploi stable, pas forcément de soutien parental, donc c'est pas facile de poursuivre sa transition dans ces conditions. Et du coup, elles vont chercher de manière stratégique des infos pour arriver à s'en sortir quand même. Enfin, le troisième groupe, je l'ai appelé les engagés, parce que ce sont des personnes qui militent, qui sont très présentes dans les espaces trans pour y militer et pour y prendre des informations aussi, mais ce sont aussi des militants et des militantes. Par ailleurs, ce sont les personnes qui ont le moins recours aux institutions médicales et juridiques, qui ont le moins recours au changement d'état civil, aux modifications corporelles. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui se disent assez rarement hommes ou femmes. Ce sont plutôt des personnes qui vont se dire queer, non-binaire, agenre, etc., etc. En tout cas, qui n'aiment pas trop se dire homme ou femme. Et ce troisième groupe, il est composé de beaucoup de jeunes, là encore, les non-binaires, les queers et tout ça, ce sont généralement des personnes très jeunes. Ce sont beaucoup aussi des hommes trans, donc des personnes qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance et qui sont devenus des hommes ou des non-binaires, queer, etc. Et ce sont par ailleurs des personnes qui sont très très diplômées, qui bénéficient d'un très fort capital scolaire et culturel, et généralement social également. Et ce qui est un peu frappant là-dedans, c'est que ce sont les personnes, finalement, qui ont les ressources sociales, économiques, etc., qui leur permettent de s'en sortir le mieux, en fait, dans les protocoles médicaux et juridiques, qui les investissent le moins. Voilà un petit peu pour les trois groupes que j'ai essayé de décrire. Et ce qui est très important de préciser par rapport à ces trois groupes, parce que c'est une remarque qu'on m'a déjà fait plusieurs fois, c'est que en fait, on me dit, mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais moi je ne corresponds à aucun de ces trois groupes. C'est une remarque que j'ai à chaque fois que je présente ce travail-là. On me dit, mais c'est caricatural. On est bien d'accord, les gens ne rentrent pas dans ces trois cases, très clairement. C'est un modèle statistique. Ça veut dire que, en fait, ces trois classes d'individus, ces trois groupes d'individus, évidemment, c'est un modèle théorique. Et ce qui est fondamental et qu'il faut vraiment bien préciser, c'est que ces trois logiques-là, c'est pas juste des groupes d'individus, c'est aussi des logiques, les logiques conformes, stratégiques, engagées. C'est des logiques qui sont intriquées chez chaque personne. Elles sont toutes présentes, ces trois logiques, chez chacun et chacune, mais sauf qu'elles sont présentes dans des proportions différentes. Un élément très intéressant de ta recherche était aussi le rapport différent des individus de ces trois classes au passing, ce qu'on appelle passing, c'est-à-dire le fait de coller à son identité de genre, notamment parce que ces personnes, en fonction de leur appartenance au groupe 1, groupe 2, groupe 3, ne subissent pas la même stigmatisation, discrimination, à la fois au niveau familial et dans l'espace social plus généralement. Et justement, par rapport à ça, c'est un petit peu la même remarque et la même question. C'est qu'on voit que ces trois groupes, ils ont un rapport donc aux normes de genre et à la question de la conformité, entre guillemets, au binarisme de genre qui est au fondement du patriarcat et aussi de l'hétérosexisme et du cissexisme par la même occasion. Et ce qui est intéressant dans ton approche, je trouve, c'est que souvent, ces classifications, elles peuvent être aussi faites de manière spontanée dans les milieux militants, particulièrement dans les milieux trans, mais souvent sous la forme d'un jugement. C'est-à-dire qu'il y aurait les gens qui seraient plus radicaux, qui seraient plus dans une subversion des normes de genre, alors qu'il y aurait des personnes qui seraient plus conformes. Et d'ailleurs là, on voit que les approches matérialistes, transphobes et plus queer peuvent se rejoindre sur cet aspect, c'est-à-dire que les personnes qui vont se conformer au genre de destination, au sexe social de destination, vont être quand même plus critiquées, alors que les personnes qui restent dans une défiance de l'ordre de genre en général, malgré leur transition, elles vont être plus valorisées. Et ce que je trouve qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu dépasses un petit peu cette question du jugement politique en montrant qu'il y a des racines matérielles à ces différentes attitudes. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces questions-là, la question du passing et du rapport aux normes de genre. Oui, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec la notion d'espace social, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, c'est qu'en fait, il n'y a pas une norme de genre. En fait, il y a des standards institutionnels, des normes institutionnelles, mais les normes de genre, comme n'importe quelle norme, elles sont plurielles.
Et en fait, la norme d'une personne, ça va pas être celle d'une autre. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour une personne, être normale, voilà, la norme, être conforme, ça va être se dire homme ou femme, ça va être conformer son corps et son état civil aux standards administratifs et institutionnels qu'on connaît, c'est-à-dire voilà, c'est un sexe ou l'autre. Bon, pour une personne, ça va être ça, mais pour une autre, être conforme, ça va être peut-être autre chose. On voit par exemple que les non-binaires, on les retrouve dans des milieux très diplômés, très dotés en capitaux de différentes natures, et on retrouve en fait dans certains milieux fortement dotés en capital culturel, intellectuel, etc., des normes, des contre-normes presque féministes, par exemple, ou gay-friendly, ou trans-friendly. C'est-à-dire que la norme dans certains milieux, comme les milieux intello, c'est justement de se montrer féministe, de se montrer favorable à l'égalité femmes-hommes, voire même à une forme d'indifférenciation entre femmes et hommes. Ça peut être voilà, d'avoir des positions tolérantes sur l'homosexualité, sur les trans, etc. Et c'est un petit peu la même idée. En fait, c'est l'idée que la norme de genre, en fait, ne va pas être la même pour tout le monde. Et c'est vraiment comme ça qu'on comprend aussi qu'il peut y avoir des mécanismes de distinction pluriels. C'est-à-dire que bien sûr, les conformes cherchent à se distinguer des autres en montrant à quel point ben voilà, ils sont des hommes et des femmes comme les autres, voilà, on est bien intégrés, etc. Pas comme les queers un peu déviants. Bon, mais il y a d'autres personnes qui sont par exemple non-binaires, queer, etc., qui en fait, eux, mettent aussi en place des mécanismes de distinction de classe sociale en disant, bah voilà, regardez, nous on est éduqués, on a compris que le genre c'est pas juste homme et femme, quoi. Mais peut-être pour rebondir, c'est vraiment très intéressant ce dont tu parles. Et finalement, ce que tu dis aussi, c'est que ces normes de genre divergent en fonction des groupes sociaux, mais que ces normes de genre divergent aussi à cause des contraintes au passing qui est nécessaire parce que, en fonction par exemple de ta race, tu vas subir plus de discrimination et que tu auras une incitation bien plus forte à passer auprès du public en tant qu'homme ou en tant que femme pour justement ne pas subir d'autres discriminations. Oui, et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de dire que c'est une pure question de volonté politique, puisque en fait les contraintes de genre, de la binarité, elles pèsent quand même sur toutes ces personnes qui subissent quand même voilà, le cis-sexisme. Mais malgré tout, c'est inégal en fonction voilà, du capital scolaire, du capital culturel, de la classe sociale. Ça pèse plus sur certaines personnes que d'autres. Et ce qui fait que dans les milieux où ces contraintes de genre, binaires, hétéros, etc., pèsent moins, les personnes trans peuvent aussi bénéficier du fait que dans ces milieux, la norme va être effectivement plus de tolérance. Et encore une fois, là, il ne s'agit pas non plus de porter un jugement politique. En soi, c'est plutôt positif qu'il y ait moins de transphobie dans les milieux militants. Enfin, théoriquement, même si en réalité c'est plus compliqué. Mais je trouve que c'est effectivement intéressant voilà, de rappeler aussi que tous les trans ne sont pas égaux face aux contraintes de genre. Et aussi que tous les trans ne sont pas égaux face à la transition. Enfin, c'est ce que tu montres aussi dans ton travail, c'est que le mode opératoire de transition est aussi vachement dépendant de toutes les catégories dont tu parlais tout à l'heure. Peut-être d'abord sur la norme de tolérance, juste pour être clair par rapport à ça, effectivement, il y a cette norme d'acceptation, de tolérance, de la non-conformité de genre, disons, dans des milieux fortement dotés en capital. Mais ce qui est très intéressant, et on a déjà des études là-dessus sur le sujet de l'homosexualité, c'est qu'en fait, cette tolérance de principe ne se retrouve pas forcément dans la pratique. Et ça, il y a les travaux récents de Wilfried Roh, par exemple, ou de Sylvie Tissot, qui montrent bien que c'est un peu une posture qui fait bien, qui montre qu'on est éduqué, mais qui ne s'accompagne pas forcément de pratiques très différentes de celles des autres groupes sociaux, voire même le contraire. Il me semble que dans le travail de Wilfried Roh, on se rend compte que les personnes qui déclarent qu'elles n'ont pas de problème avec l'homosexualité en général, quand on leur demande si
si c'était votre propre enfant qui était homosexuel, là, il y a une certaine crispation dans les classes les plus dotées, plus que dans les classes plus populaires en fait. Donc voilà, il peut y avoir des inadéquations entre théorie et pratique. Ça, c'était un premier point. Et juste pour revenir sur la question du passing et de la contrainte au passing, parce que effectivement, en fait, on peut avoir tendance à oublier quand on travaille sur ces sujets, et c'est quelque chose qui a été reproché beaucoup à Judith Butler, même si elle est revenue là-dessus amplement depuis. On peut avoir tendance à oublier que effectivement, on vit quand même dans un monde dans lequel, matériellement, on nous demande de rentrer dans une des deux cases. Ne serait-ce que pour des choses vraiment très très basiques et vitales, comme trouver un travail rémunéré, un logement, faire des choses administratives, enfin bref, l'ensemble des choses de la vie. C'est tout à fait nécessaire, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez peu abordé en fait dans les études sur les trans, toutes ces questions fondamentales en fait de la vie quotidienne. Et la question du passing en fait permet un peu de s'y pencher, parce que le passing, tout le monde n'y aspire pas, mais beaucoup n'ont pas le choix de passer. Alors peut-être je rappelle la définition du passing juste au cas où. C'est un terme plutôt employé à la base pour désigner les personnes racisées qui passent pour blanches, et c'est un terme qui a été réapproprié par les trans pour désigner le fait de passer pour cisgenre ou cis. Donc le terme de cisgenre ou cis pour son diminutif désigne en fait les personnes qui s'identifient à la catégorie de sexe qui leur a été assignée à la naissance. Donc en fait, c'est les personnes qui ne sont pas trans. Donc quand on parle de passing pour les trans, ça désigne le fait de passer pour cis dans son sexe de destination. Et effectivement, en fait, ce qui est intéressant dans la question du passing, c'est qui aspire à passer et pourquoi. Il peut y avoir des rapports très différents en fait au passing. Bon, c'est pour ça que moi je parle d'aménagement du placard, parce que finalement le passing, c'est être invisible en tant que trans, passer pour cis. Ce placard, il peut être aménagé de plein de manières différentes, et il est pas aussi confortable pour tout le monde. Il y a des personnes qui vivent mal le fait d'être dans le placard, d'autres qui le vivent mieux, d'autres qui veulent absolument être placard, d'autres qui ne le veulent pas. Et en fait, ce passing, finalement, il s'avère que, pour en revenir vraiment aux questions matérielles, que c'est une nécessité vitale pour les personnes les plus précaires, par exemple, mais que c'est aussi une aspiration pour des gens qui ne sont pas forcément précaires, mais pour qui c'est vraiment très très important d'arriver à passer. Par exemple, pour faire le lien avec les 3 groupes que je décrivais tout à l'heure, le groupe que j'ai appelé les conformes aspire à passer. Et c'est pas pour des questions matérielles, parce que c'est des personnes qui sont déjà stables professionnellement. En général, c'est des personnes aussi qui ont déjà eu des enfants, qui sont déjà installées dans leur vie, qui n'ont pas une nécessité vitale de passer tout de suite, mais en tout cas qui y aspirent profondément, qui se disent hommes ou femmes, qui font les modifications corporelles, le changement d'état civil, qui veulent passer. Le deuxième groupe, le groupe des stratèges, c'est des personnes qui veulent surtout passer par nécessité, s'en sortir parce que la précarité les touche énormément. Et parmi le troisième groupe des engagés, donc avec plus des personnes non binaires, plus jeunes, plus soutenus par leurs parents également, le passing, c'est pas forcément une priorité dans la transition. C'est pour ça aussi que je disais qu'une transition, on peut la vivre de bien des façons. Pour ces personnes-là, le passing, c'est pas la première chose dont elles me parlaient en entretien, par exemple. Mais pour autant, c'est des personnes qui ont quand même le besoin de passer dans certaines situations. Quand il y a des situations administratives, professionnelles, dans lesquelles on n'a pas le choix. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que ces choses-là évoluent au cours de la vie aussi. Moi, j'ai réalisé des entretiens biographiques. J'aurais préféré suivre les gens au cours de la vie, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, on remarque, chez les personnes qui sont déjà un peu plus âgées, que elles ont un récit rétrospectif sur leur parcours qui montre que elles ont changé en termes de position de genre. Disons qu'à 20 ans, c'est plus facile d'être non-binaire qu'à 40. Parce que, imaginons, on rentre sur le marché de l'emploi, etc. Et puis, allez expliquer à votre patron que vous êtes non-binaire. Il y a, une posture qui change aussi avec l'âge et avec la vie, matérielle, qui fait que, des fois, on est contraint, en fait, à se transformer aussi du point de vue du genre et à se mouvoir dans cet espace social du genre. Pour revenir sur la question du cissexisme, souvent quand
quand on parle de la transphobie dans une approche un peu matérialiste, on insiste voilà, sur les violences qui sont commises par voilà, le patriarcat et la société plus généralement sur les personnes trans parce que les papiers d'identité ne correspondent pas au genre revendiqué par la personne. Mais ce qui est intéressant dans ton approche, c'est de montrer comment est-ce que finalement ces difficultés et cette oppression voilà, qui est vraiment spécifique à la population trans, elle se décline de manière différente en fonction du genre de destination et du genre d'origine, en fonction de la classe sociale, etc. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment est-ce que voilà, tous ces différents facteurs fait que voilà, ces différents groupes que tu décris font face à des niveaux différents, non seulement des contraintes de genre, mais de l'aspect de la violence institutionnelle et sociale que les personnes trans rencontrent toutes et tous à un moment. En fait, effectivement, cette violence, elle forge des parcours extrêmement différents. Pour les hommes et les femmes trans, moi, c'est quelque chose qui est apparu comme étant vraiment très évident dès le début. Après, il y a d'autres facteurs qui viennent s'articuler avec celui-là. Par exemple, je peux vraiment essayer de décrire en fait ce qui se passe au fil de la transition, et même avant, en fait. Parce que moi, je me suis rendu compte en lisant la littérature sur les trans que personne ne s'intéressait à ce qui se passait avant la transition. Sauf qu'en fait, une transition, elle prend place dans un parcours de vie. Et c'est ce parcours de vie qui a précédé qui fait que la transition, elle prend un visage ou un autre. Et du coup, en fait, ça commence avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec les récits biographiques des individus. Déjà, j'ai remarqué que les hommes et les femmes trans transitionnaient pas au même âge en moyenne, avec un grand écart d'âge entre les deux. C'est-à-dire que les hommes trans, ils transitionnent autour de 25 ans en moyenne, tandis que les femmes trans, c'est plutôt vers 38 ans. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et ça s'explique par tout ce qui se passe avant la transition. Parce que avant la transition, en fait, les hommes trans, qui avant la transition voilà, sont assignés au sexe féminin, en général ils sont lesbiennes, presque tous. Et ils commencent à se masculiniser progressivement, et le milieu lesbien aide, parce que dans le lesbianisme, il y a déjà voilà, une forme d'affranchissement, d'émancipation vis-à-vis du regard masculin, donc ça peut aider aussi à voilà, laisser derrière soi certains codes de la féminité, certaines normes de féminité. Donc ils commencent à se masculiniser un petit peu, et puis voilà, tout le monde dans leur entourage pense que c'est des garçons manqués. Donc voilà, les parents ils se disent non, c'est pas très grave, garçon manqué. Et finalement, voilà, ils commencent à se masculiniser, mais sans être trop inquiétés dans ce processus. Et les femmes trans, pour elles, ça se passe pas trop comme ça. Dès les premières marques de féminisation, elles rencontrent un certain nombre de violences, très clairement physiques, verbales, psychologiques. Et en fait, cette violence est telle que pour environ la moitié d'entre elles, en fait, elles vont essayer de renoncer à leur désir de changement de sexe. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de se résigner à vivre en tant qu'hommes, à rester des hommes, parce que en fait, elles ont l'impression que c'est vraiment pas possible de faire la transition, qu'elles subiraient des violences comme ça, voilà, à l'infini. Et pour beaucoup, eh bien, elles essayent d'y renoncer. Et il y a généralement un épisode de violence qui est décrit pour les femmes trans qui ont essayé de renoncer pendant longtemps à la transition. Il y a toujours, elles me décrivent toujours un épisode de violence qui était tellement terrible qu'elles ont, voilà, à la suite de ça, elles ont décidé de rester un homme finalement. Oui, c'est intéressant parce que ça me fait penser aux travaux de Sébastien Chauvin, justement sur l'homophobie et la manière dont il montre que l'homophobie, au départ, c'est pas tellement des violences ou une oppression liée à une orientation sexuelle supposée, mais en fait, c'est vraiment lié plutôt à la manière dont on est perçu comme adhérent ou non, même à son corps défendant, à des normes de genre. Et effectivement, il montre que en fait, l'homophobie, sa première forme qu'elle prend, c'est le fait que voilà, des garçons vont être attaqués pour leur manque de masculinité, leur excès de féminité, et vont être violentés pour ça. Et ça renvoie au fait que dans le cadre du patriarcat, même si les hommes sont évidemment le genre dominant, on peut avoir l'impression que, par contre, la pression au sein du groupe des hommes à rester des dominants et à adhérer à des normes de genre strictes, type la virilité et tout, de la part des pères, peut être plus importante. Oui, tout à fait. En fait, les violences envers les femmes trans trouvent leur racine dans cette idée que c'est un tel déclassement
de devenir une femme, enfin je veux dire dans une société patriarcale, qui voudrait devenir une femme, en fait c'est vraiment quelque chose d'impensable. En fait ces violences vraiment sanctionnent, elles viennent sanctionner ce déclassement, qui est considéré voilà, comme... En fait, se féminiser pour un homme, c'est considéré comme quelque chose de très dégradant. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, être une femme, c'est considéré comme quelque chose de dégradant, tout simplement, de se féminiser pour un homme. Après, je ne dis pas non plus que les hommes trans ne subissent pas de violence. En fait, c'est juste que c'est pas les mêmes violences. Ce que tu disais, c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a une forme d'interdiction à quitter le sexe masculin. Mais il y a aussi une forme d'interdiction à le rejoindre. C'est-à-dire que le sexe masculin, il ne se quitte pas, mais il ne s'acquiert pas non plus. On est comme ça, on y reste, et puis voilà. Je disais que les hommes trans, effectivement, au début, on pense que c'est des garçons manqués et tout ça, on s'inquiète pas. Mais après, quand ils transitionnent effectivement, ils ont pour beaucoup la crainte, et ça c'est quelque chose qui partagent presque systématiquement, la crainte d'être découverts. Une crainte que les femmes trans ont moins. Voilà, au fil du temps, après, elles sont évidemment inquiètes tant qu'il n'y a pas le passing, mais en tout cas, elles parlent pas de cette peur de l'imposture. Les hommes trans parlent vraiment de j'ai peur d'être découvert par d'autres hommes, pas par des femmes, par des hommes. Tout simplement parce que ils redoutent la violence dans ces moments-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne recherchent pas particulièrement l'entre-soi masculin. D'ailleurs, ils sont énormément entourés par des femmes, en fait, les hommes trans, parce qu'il y a vraiment cette crainte de la sanction, parce que voilà, on ne devient pas un homme. On est homme, on ne le devient pas. C'est un peu l'idée. Mais aussi peut-être que les hommes trans ont déjà directement vécu la violence patriarcale quand ils étaient perçus comme femmes par la société, et que du coup, leur expérience de cette même violence, sous une forme un peu différente qui serait celle du cis-sexisme, mais qui trouve ses racines dans le patriarcat. Ils ont déjà subi des violences en tant que femmes. C'est ça, et que Ouais. Du coup, ils sont plus sensibles à la violence patriarcale. Exactement, Bien sûr. ils les reconnaissent, et ils savent aussi que les hommes sont aussi une classe différente, et peuvent être des ennemis principaux, la classe femme. Et les hommes trans aussi, dans la rue, marchent peut-être avec cette crainte de l'homme cis, parce qu'elle est si intime aussi aux femmes, parce que tu l'as subi dans ton enfance, et tu es socialisé aussi pour avoir peur des hommes, pour ne pas des hommes cis, pour ne pas te défendre, etc. Et je pense que là-dessus, là on arrive à un point quand même, je trouve essentiel, qui est quand même que finalement, qu'il s'agisse des femmes trans ou des hommes trans, on voit bien que leur lien avec la cause du féminisme est quand même essentiel. Dans le sens où, comme tu l'as bien dit, on ne quitte pas la classe des hommes, des dominants, et on ne rejoint pas la classe des hommes, des dominants. Qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, on voit bien le lien avec le patriarcat. Et donc on voit bien en quoi est-ce que finalement les hommes trans peuvent être des alliés essentiels de la classe des femmes. Et en même temps que les femmes trans, qu'elles ont aussi une expérience du patriarcat qui peut être enrichissante pour le mouvement féministe. Et d'ailleurs, juste sur ce point, ce que je trouve hyper intéressant dans ton travail, c'est que tu soulignes que une fois que les femmes trans sont finalement assimilées femmes par leur entourage, vont subir l'assignation à la maternité, vont subir les violences patriarcales qui sont subies par les femmes cis. Enfin, elles subissent à la fois la transphobie et le sexisme comme le subissent les femmes cis. En fait, si on considère les trans comme des transfuges de sexe, qui était le titre de ma thèse, si on étudie cette expérience comme une mobilité sociale, en fait, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, c'est quand même les trans, c'est les seules personnes qui ont vécu à la fois en tant qu'hommes et femmes, en fait. Et donc, en fait, cette expérience de mobilité sociale, évidemment, quand on vit une mobilité sociale, et ça on le voit très bien dans la littérature sur la mobilité sociale de classe, on a été socialisé d'une certaine manière, puis tout d'un coup, il faut se comporter autrement, en fait, on n'y arrive pas tout à fait. Et surtout, on n'oublie pas d'où on vient. Et en fait, c'est des personnes, en effet, les trans, qui ont vu le monde un peu des deux côtés, qui témoignent du choc des cultures qui s'abat sur eux à ce moment-là, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, les hommes trans découvrent, par exemple, ce que c'est que l'entre-soi masculin. En général, il y a un malaise, quoi. Parce que, du coup, ils ne comprennent pas du tout ce qu'on attend d'eux, ils ont peur d'être découverts, et ils se rendent compte, parce que finalement, il n'y a que des hommes trans, pour s'en rendre compte, de à quel point, en général, ils ont sous-estimé ce qui se passait dans l'entre-soi masculin, en termes de sexisme. Et ça, des femmes qui ont toujours été des femmes,
ne peuvent pas le savoir. Et du coup, en général, c'est une expérience qui n'est pas trop réitérée. Chez les femmes trans, c'est un autre mécanisme. Bon, pour elles, c'est plutôt un déclassement. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'elles sont choquées, voilà, d'être vraiment moins considérées qu'auparavant. Surtout les personnes qui ont un emploi stable depuis longtemps, qui ont vécu une vie professionnelle, voire une vie maritale, familiale avant la transition, ce qui est quelque chose qu'on ne voit jamais chez les hommes trans, parce que, comme je le disais, pour les femmes qui se sont résignées à rester des hommes, parce que c'était trop dur les violences qu'elles ont subies, et bien souvent elles font famille, elles ont une femme, des enfants, et ensuite elles transitionnent plus tard dans la vie. Et pour des personnes comme celle-là par exemple, et qui transitionnent disons par exemple à 50 ans, et bien c'est un choc. C'est un choc parce que, moi j'aime bien cet exemple d'une femme trans que j'ai eu en entretien qui est ingénieure en informatique, et elle me disait, maintenant c'est simple, j'ai des collègues qui essayent de m'apprendre comment ça marche un ordinateur. C'est gênant. Sans compter en effet, comme tu l'as dit, d'autres manifestations sexistes beaucoup plus quotidiennes, sexisme ordinaire, etc., de familiarité, d'assignation à la maternité. Elles vivent ça, mais ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est le fait que, en fait, ces femmes trans sont choquées, mais qu'elles le vivent pas si mal que ça, en fait. C'est quelque chose sur lequel elles arrivent à avoir un petit peu de réflexivité, parce qu'en général, elles ont conscience qu'avant, du coup, elles se rendent compte qu'en fait, avant, elles avaient des privilèges, qu'elles en ont profité, sans le savoir. Elles ne le savaient pas, et elles le découvrent parce que maintenant, elles sont traitées comme des femmes. Et du coup, en général, elles arrivent à donner du sens à ce déclassement, sans trop de mal. Alors que pour les hommes trans, c'est pas trop le cas. C'est-à-dire que pour eux, ils ont été traités comme des femmes avant leur transition, et puis maintenant, ils sont traités comme les hommes, et ils se rendent compte, du coup, à quel point ils ont été traités comme des femmes avant, et puis finalement, ils sont toujours très très mal à l'aise avec l'entre-soi masculin, avec ce nouveau traitement qui leur est donné, et on ne franchit jamais une frontière sans regarder en arrière. On n'oublie pas d'où on vient comme ça, et en fait, il y a chez les hommes trans un phénomène qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui ont vécu une ascension sociale de classe, c'est-à-dire qu'ils culpabilisent d'avoir appartenu au groupe des femmes et puis d'en être sortis. Donc c'est pas juste qu'ils sont mal à l'aise dans l'entre-soi masculin et qu'ils ont déjà connu les violences de genre en tant que femmes, etc. C'est aussi qu'ils s'en veulent finalement d'arriver à échapper à certaines choses désormais. Et c'est un sentiment qui ne les quitte pas. C'est une tension. Ils vivent dans cette tension. Et c'est pour cette raison-là, à mon avis, qu'on retrouve beaucoup plus de personnes qui se disent non-binaires parmi les hommes trans que parmi les femmes trans. Il y a très peu de femmes trans qui se disent non-binaires. Mais par contre, il y a beaucoup d'hommes trans qui ont du mal à assumer de se dire homme et qui se disent plutôt non-binaires. Oui, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que je trouve que ça démolit complètement l'argumentaire en fait du féminisme transphobe pseudo-matérialiste qui est censé être basé sur une dénaturalisation, mais qui en réalité bute un petit peu sur cette question, puisque tu montres bien que finalement le cliché des féministes matérialistes transphobes, des hommes trans comme finalement des traîtres à leur classe qui voudraient des privilèges masculins, on voit bien à quel point cette idée est fausse, et on voit bien à l'inverse comment est-ce que le cliché des femmes trans qui en réalité auraient été socialisées comme des hommes et donc auraient bénéficié de tous les privilèges masculins nie les violences de genre qu'elles ont subies auparavant. Et je trouve que finalement, on voit bien comment est-ce que finalement ce point de vue situé sur le genre, qui est celui des hommes trans comme des femmes trans, il enrichit énormément en fait la théorie féministe, puisque finalement ces points de vue situés de par la mobilité de sexe social que les trans ont effectué, ça leur permet de se rendre compte à quel point est-ce que l'ordre du genre est socialement construit, et à quel point est-ce que aussi il a des dimensions oppressives. Et finalement c'est pas si étonnant que ça, puisque on voit que peut-être pour faire justement référence à Bourdieu, les travaux de Bourdieu auraient probablement pas été les mêmes s'il n'avait pas connu lui-même une mobilité sociale, même si évidemment il s'agit pas de tomber dans une approche psychologisante ou purement biographique, mais on voit que par exemple Foucault, Bourdieu, même si Foucault, c'est un petit peu différent, c'est pas tellement une mobilité sociale, mais le fait d'avoir été assigné justement à un écart par rapport à la norme, on voit que c'est des points de vue situés qui ont énormément enrichi la théorie sociale, et donc on voit bien comment est-ce que le point de vue situé trans, que ce soit des hommes trans ou des femmes trans, aussi favorise
un regard neuf, matérialiste, et qui déconstruit la structure d'oppression et son caractère socialement construit du patriarcat. Mais je pense que c'est pas seulement un point de vue neuf, enfin, c'est pas simplement le point de vue situé des personnes trans que les féministes ont à gagner. C'est simplement que le féminisme vise à réunir les femmes et à dénaturaliser les rôles de genre, justement en se refondant sur une dichotomie naturalisante entre les vraies et fausses femmes. Les féministes spécialistes retombent sur cette naturalisation des rôles de genre et des identités de genre, et nient justement la réalité d'une partie des femmes et nient les discriminations subies par une partie des femmes, les femmes trans, et les discriminations subies par les hommes trans, qui sont clairement des discriminations patriarcales, comme tu l'as montré. Et je pense que c'est plus qu'un point de vue situé que les personnes trans ont à apporter au féminisme. C'est vraiment une vision, c'est une partie même des discriminations que les féministes visent à abolir, notamment parce que si elles visent à abolir le patriarcat, forcément, les discriminations à l'encontre des personnes trans en découlent, quoi. Effectivement, moi, j'ai tendance à penser il n'y a personne qui a cette expérience des deux mondes, en fait. Il n'y a personne d'autre que les trans qui a cette expérience des deux côtés. Et en cela, le regard des trans, en fait, peut énormément apporter au féminisme. Très clairement, c'est des personnes qui ont pleinement conscience, parce qu'elles ont vécu cette mobilité sociale, de ce qu'elles subissaient avant ou qu'elles subissent désormais. Après, il n'est pas question de nier le fait que, évidemment, pour des hommes trans qui passent pour des hommes cis, ils bénéficient de ce que j'appelle un dividende patriarcal, c'est-à-dire que, bien sûr, désormais, ils sont traités comme des hommes. Mais déjà, une chose importante à prendre en compte, c'est le fait qu'ils ont auparavant un parcours de femmes. C'est-à-dire matériellement, qu'ils ont des ressources qui ressemblent plutôt à celles des femmes et la socialisation qui va avec. Pour les femmes trans, c'est des personnes qui sont désormais des femmes et qui voient très bien, contrairement à beaucoup d'hommes peut-être qui se disent féministes, d'hommes cis, qui pleinement conscience des privilèges qu'elles avaient avant et qu'elles ont perdus. Donc c'est des questions évidemment assez tumultueuses, cette question de la place des trans dans les milieux féministes. En réalité, elle a 50 ans maintenant. C'est vraiment une question qui a commencé à exploser dans les années 70, qui suscite énormément de divisions et de conflits au sein des milieux féministes, et notamment en lien avec la question de la non-mixité, des espaces non-mixtes, où parfois ce sont les hommes trans qui en sont exclus parce qu'ils sont désormais des hommes, parfois ce sont les femmes trans qui en sont exclues parce qu'elles ont été des hommes, et j'ai envie de dire, des fois c'est les deux également, parce que c'est des personnes qui ont été ou qui sont devenues des hommes, et moi j'aurais envie de dire en fait pourquoi pas intégrer les deux, puisque ce sont aussi des personnes qui sont ou ont été des femmes. Donc c'est aussi un autre regard sur la question, mais dans les deux cas ce sont des personnes qui savent très bien et ont expérimenté ce que c'est que d'être une femme, et qui ont pleinement conscience des privilèges acquis ou perdus. Ce qui est vraiment très enrichissant du coup avec tes travaux et avec la discussion qu'on a eue, c'est on voit à quel point est-ce que le prisme de la transition d'une classe de sexe à un autre est extrêmement enrichissant en fait pour la théorie critique du patriarcat, en tant que théorie matérialiste du patriarcat, aussi en tant que théorie intersectionnelle du patriarcat, puisqu'on a bien montré les liens avec la classe, la race comme construit social, l'orientation sexuelle. Donc on te remercie vraiment d'avoir enrichi la théorie qu'on peut développer par ailleurs dans Sortir du patriarcat capitalisme, et de montrer à quel point est-ce que cette théorie elle peut vraiment apporter énormément à la critique féministe, matérialiste, intersectionnelle du patriarcat. Donc merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Merci. L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme. Mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique. Bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas.
luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie.